sous votre contrôle parce qu'en fait, on va parler d'une maladie que les réanimateurs voient tous forcément et prennent en charge. Et on a la chance d'avoir dans la salle aussi les spécialistes de l'immunologie clinique et de la médecine interne qui gèrent ces patients avec nous et qui nous permettent d'avoir, par leur expérience, la collaboration aiguë et l'expérience à long terme, d'avoir des retours sur ces patients-là et d'avancer. En fait, je vais rentrer dans le vif du sujet pour faire simple et on abordera par les questions les choses qui éventuellement vous intéressent et sur lesquelles j'ai passé moins de temps. Tout d'abord, le diagnostic de la microangiopathie thrombotique, du syndrome de microangiopathie thrombotique, doit être évoqué devant un ensemble de maladies qui peut être vu par le néphrologue, l'interniste, l'urgentiste, le réanimateur. Bref, le tableau clinique peut être polymorphe, mais quand même globalement, il va falloir raccrocher au tableau clinique un fil conducteur. Et ce fil conducteur, il est lié en fait à une anémie hémolytique non immune, qui est mécanique, microangiopathique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des hématies normales, qui n'ont aucune anomalie de structure, qui vont venir se casser la tête sur un vaisseau malade, parce qu'il y a une obstruction vasculaire faite par, on va en parler tout à l'heure, une thrombose microvasculaire faite par du Willebrand et des plaquettes. Par définition, même s'il y a des exceptions, cette hémolyse mécanique n'est pas immune et donc dans les dossiers, vous devez étayer à chaque fois par le test de Coombs qui montre bien qu'il n'y a pas qu'on est vraiment devant une hémolyse purement mécanique. Cette atteinte ischémique multi-organe va rencontrer le réanimateur essentiellement par le biais de l'atteinte cardiaque et neurologique, mais aussi par le biais de l'atteinte rénale, puisque les syndromes de microangiopathie thrombotique regroupent plusieurs entités, même si je vais essentiellement parler du purpura thrombotique, thrombocytopénique aujourd'hui. Nous, les réanimateurs, on va voir ces malades-là par l'atteinte neurologique, rénale, cardiaque, et puis il y a cette thrombopénie qui est aussi vraiment l'élément central du dossier, qui est une thrombopénie périphérique qu'on doit opposer à la CIVD. C'est une thrombopénie à fibrinogène normale et qui est souvent quand même assez profonde, même si elle n'est pas au tout début de l'histoire. Quand même, globalement, les malades ont une thrombopénie qui est en dessous de 20 000 plaquettes. Alors, voilà, vous êtes là, on vous appelle le réanimateur non seulement pour soigner la malade, mais aussi pour étayer le diagnostic. Et vous devez quand même vous assurer de quelques petites choses avant d'y aller. Tout d'abord, est-ce que le patient ou la patiente n'a pas eu de voyage récent ? Est-ce qu'il y a un voyage dans une zone d'endémie palustre? Et est-ce qu'il y a une splénomégalie? En règle, même s'il y a des exceptions, il n'y a pas de splénomégalie au cours des syndromes de Matt, en particulier du PTT. Et donc là, il faudra éliminer un paludisme et il faudra éliminer pas mal de choses. Dans le groupe de Bertrand Guidet avait vraiment décrit un tableau de Matt qui était en fait un palu qui n'avait pas été diagnostiqué. Ensuite, il faut savoir si la patiente, quand c'est une patiente, est enceinte. Non pas que ça change quoi que ce soit, mais c'est qu'il y a une entité nosologique particulière. Alors, selon le terme de la grossesse, on va avoir une attitude différente. Et bien sûr, dans la partie la plus tardive de la grossesse, on va essayer de comprendre s'il y a une éclampsie, s'il y a un tableau de toxémie gravidique ou s'il y a un HELP syndrome. Quelle attitude on va avoir par rapport à l'extraction utérine, etc. Et si on est en tout début de grossesse, on va penser à une physiopathologie un petit peu différente et évoquer d'autres maladies. Le test de Coombs doit faire partie du dossier. Il est absent dans 80% des premiers appels qu'on a. Donc il faut vraiment le faire. C'est assez rapide, tout le monde peut le faire. Et il faut vraiment qu'il soit dans la discussion initiale. Si le patient est immunodéprimé, ce qui est quand même assez fréquent, est-ce qu'il y a des signes d'infection évolutive? Et puis, bien sûr, ne pas passer à côté des diagnostics différentiels, c'est-à-dire d'avoir une valve mécanique et des schizocytes ou d'avoir une hypertension artérielle maligne et des schizocytes. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va remettre le contexte dans l'histoire de l'hémolyse. C'est-à-dire qu'on a une hématie qui est normale, qui va, ici, on voit bien avoir un phénomène hémolytique. Et en fait, le phénomène hémolytique va être contrôlé, en tout cas sur le plan oxydoréduction, pour qu'il y ait en fait un trapping par l'aptoglobine des produits de l'hémolyse qui va ensuite conduire l'ensemble au macrophage, en particulier hépatique, pour qu'il y ait une dégradation. Et donc c'est pour ça que la protéine aptoglobine est effondrée, c'est parce qu'en fait elle est trappée par l'hème qui est issu de l'hémolyse. Et en fait, il faut savoir prescrire et demander un bilan d'hémolyse.
qui est constitué de l'hémoglobine avec une anémie en règle. Alors les malades ont souvent un T0 d'hémoglobine qui est différent, donc 11 grammes ça peut être un signe d'hémolyse, 12 grammes aussi parfois, 8 grammes clairement. La bilirubine libre est augmentée, la LDH est augmentée, l'aptoglobine est effondrée. Et une fois que vous avez prescrit ce bilan d'hémolyse, il faut comprendre quel est le mécanisme de l'hémolyse. Est-ce qu'elle est immune, faire un test de Coombs, ou est-ce qu'elle est mécanique, c'est-à-dire est-ce que c'est une hématie normale qui est cassée par un phénomène thrombotique. Et donc on va demander un frottis sanguin à la recherche de ces hématies cassées qu'on appelle les schizocytes. Alors voilà, ici vous avez une figure qui montre bien qu'on a une hématie normale qui va aller se fracasser contre une thrombose et donc générer une microangiopathie thrombotique. Et la discussion, elle va être sur l'identification du phénomène qui est à l'origine de l'agression endothéliale, c'est-à-dire on est dans une atteinte de la microcirculation et il y a une agression endothéliale qui va générer, dans un contexte très particulier, une thrombose. Mais ce n'est pas une thrombose fibrinocruorique comme le serait la maladie veineuse thromboembolique, c'est une thrombose de plaquettes et de facteurs Willebrand. Une fois qu'on a dit ça, on va maintenant essayer de comprendre comment ça se passe vraiment. Alors tout d'abord, le laboratoire vous donnera le diagnostic de schizocyte en retrouvant ces hématies qui sont fracassées. Vous voyez ici des fragments d'hématies. Ici vous avez des fragments d'hématies. Ici vous avez une forme typique en chapeau de gendarme. Et donc ça, les laboratoires aujourd'hui en règle, même les cultures automatiques, mais sinon les techniciens font un frottis sanguin et détectent ces schizocytes. C'est un examen qu'il faut demander, même si la machine peut le rendre automatiquement, il faut vraiment le demander activement. Une fois que l'hémolyse mécanique est là et que vous avez des schizocytes, il faut quand même demander le test de Coombs. Il doit faire partie du dossier. Il est souvent oublié. Je suis désolé de le redire autant. Et donc, de fait, il faudra, dès le début de la discussion, que ce test de Coombs soit disponible. Alors ensuite, on a plusieurs types de microangiopathie thrombotique. On a soit une maladie de système qui s'appelle le PTT, le purpura thrombotique thrombocytopénique, soit une maladie qui est beaucoup plus exclusivement rénale, même si on sait ces dernières années qu'elle est très loin d'être que rénale. Elle est très souvent neurologique, elle est assez souvent cardiaque, elle est aussi systémique, mais on va voir laquelle. Et puis il y a des maladies qui sont ou rénales ou systémiques. On va surtout parler aujourd'hui, comme on est des spécialistes de pathologie adulte, de ce qu'on voit chez l'adulte, c'est-à-dire du PTT, mais on voit aussi chez l'adulte des syndromes hémolytiques et urémiques atypiques. Pourquoi sont-ils atypiques? Pour deux raisons. D'abord parce qu'ils sont chez l'adulte. Le tableau typique, c'est une diarrhée sanglante chez un enfant de moins de 5 ans, en âge préscolaire pratiquement. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de diarrhée. Donc quand il n'y a pas de diarrhée ou qu'on est chez l'adulte, eh bien on est dans un tableau de CHU atypique. Mais la question est aujourd'hui surtout centrée autour du PTT. Je vous montrerai 2 ou 3 choses sur le CHU atypique, mais on pourra en rediscuter plus tard. La prise en charge est singulièrement différente. Donc voilà, le CHU typique, c'est la diarrhée sanglante de l'enfant de moins de 5 ans, qui en règle est liée à une toxine entérotoxinogène essentiellement issue des Escherichia coli, même si on l'appelle Shiga-toxine, c'est parce qu'elle ressemble à la toxine de Shigel. On peut l'appeler aussi vérotoxine, parce que la technicienne du laboratoire où a été identifiée la toxine s'appelait Véronique. C'est aussi simple. Et en fait, on est dans une maladie qui est différente du CHU qui est, même chez l'enfant, dans 10 à 20% des cas atypique, soit parce qu'il n'y a pas de diarrhée, soit parce qu'on est dans un contexte d'anomalie du complément, et que dans ce cas-là, il y a vraiment une prévalence extrêmement surreprésentée d'anomalies génétiques. Je ne suis pas pédiatre, j'en parlerai pas. Je peux à l'inverse vous donner quelques informations sur les CHU atypiques de l'adulte, où on a des formes familiales ou des formes sporadiques, avec des anomalies de la voie du complément qui sont complètement identifiées. Et en ce sens, il faut vraiment faire la différence avec ce qu'on voit beaucoup, nous, qui sont des PTT, c'est-à-dire liés à une autre maladie que je vais aborder dans quelques secondes. Et en fait, juste c'est ma seule diapo, le traitement par l'éculizumab, qui sont des anti-C5, des anti-compléments, vont venir être aujourd'hui, depuis quelques années, depuis l'épidémie allemande de l'été il y a 2 ans, devenir la pierre angulaire du traitement de ces CHU atypiques de l'adulte. Voilà, je ne parlerai plus du CHU atypique de l'adulte, je vais arriver donc au PTT. Le PTT est une maladie complètement différente. C'est une maladie rare. Les meilleures statistiques montrent qu'il y a probablement 10 cas pour 1 million d'habitants, qu'il y a une surreprésentation
du genre féminin et qu'on a donc deux formes. Une forme qui est exceptionnelle chez l'adulte, qui est une forme donc liée à une mutation du gène ADAPS13 qu'on voit essentiellement chez l'enfant et qu'on peut de façon quasi anecdotique rencontrer aussi chez les patientes qui vont faire des fausses couches spontanées et pour lesquelles on sait qu'il va y avoir des anomalies génétiques aussi identifiées chez ces patientes dans pratiquement 20 à 25% des cas. Ces syndromes génétiques, les syndromes d'Ipcho-Schulman, eh bien, sont exceptionnels chez l'adulte. Chez l'adulte, on est beaucoup plus devant une maladie acquise, auto-immune, avec en général des anticorps dirigés contre une métalloprotéinase qui s'appelle la DAMTS13, qui est une métalloprotéinase donc, de la matrice extracellulaire et qui a cette particularité de venir cliver le facteur Willebrand, puisqu'elle s'appelle aussi la von Willebrand Factor Cleaving Protease. Et en fait, elle vient raccourcir une forme immature du facteur Willebrand, parce que sinon, le facteur Willebrand non coupé est extrêmement gros et traîne dans la circulation, accumule les plaquettes et génère justement des thromboses microvasculaires, qui ne sont pas de fibrine, mais qui sont de plaquettes et de Willebrand. Donc si le Willebrand n'est pas coupé par cette métalloprotéinase, la DAMS13, eh bien il est trop gros, il s'accumule dans la microcirculation, il bouche, et les hématies normales viennent se fracasser dessus et faire de l'hémolyse. Donc le PTT, c'est ça. Alors pour aller un peu dans le détail, il faut parler de ce papier qui a été quand même une des pierres angulaires de la prise en charge et de la compréhension physiopathologique de cette maladie, où on voit ici en ordonnée l'activité de cette protéase, la DAMTS13, qui dans les épisodes aigus de PTT est effondrée. Elle est indétectable dans le sérum. Quand on traite les malades, eh bien, on va leur transfuser de la DAMS13, du plasma de donneurs volontaires sains. Et puis ensuite, grâce au traitement immunosuppresseur, et une fois que la crise et l'agression endothéliale est passée, eh bien, on arrête de traiter les malades et on retrouve de la DAMS13 normale chez ces patients. Et ce qui est intéressant, c'est que les anticorps anti-ADAMS13 sont aussi présents chez un certain nombre de ces malades, renforçant vraiment la clé auto-immune. Il s'agit d'une maladie acquise du sujet jeune, souvent de sexe féminin, liée en fait à soit intégrée dans une maladie auto-immune, soit le plus souvent, en tout cas au début, idiopathiques. Et ensuite, ces PTT idiopathiques, quand on les suit au cours du temps, on va les voir développer des maladies auto-immunes. Ce sont des recherches qui sont en cours. Alors, il y a en France un CNR, donc un groupe vraiment expert sur les microangiopathies thrombotiques avec deux pôles. Un pôle clinique qui est drivé par Paul Copeau, qui génère une énergie extrêmement impressionnante sur le répertoire des cas, le registre de ces cas, c'est-à-dire qu'en fait, tous nos PTT sont dans ce registre et ça permet d'une part de reconnaître les cas, de donner des conseils thérapeutiques, d'orienter les malades vers les spécialistes, mais aussi surtout de faire de la recherche pour essayer d'avancer sur des cibles thérapeutiques. Et il y a un pôle biologique qui est actuellement à l'hôpital Antoine Becler à Clamart, qui va aussi donc donner la signature biologique, c'est-à-dire d'une part le dosage de l'activité ADAMS13, mais aussi des anticorps anti-ADAMS13, mais aussi de toutes les voies accessoires et l'ensemble de ce système, grâce aux cliniciens qui incluent les malades dedans, aux spécialistes internistes et immunologistes cliniciens et immunologistes qui vont aider à comprendre ce qui se passe, eh bien c'est un des réseaux, un des 5 réseaux les plus actifs dans le monde, après le groupe canadien Aferres qui est actuellement un peu endormi, le groupe italien, il y a un groupe anglais qui est en pleine naissance, et puis il y en a d'autres, le groupe de l'Oklahoma. Et donc voilà, c'est un des groupes très actifs, et ces gens-là ont permis quand même, dans un premier temps, d'abord de développer le test, d'en trouver des versions raccourcies, mais surtout de montrer que quand on a un syndrome de MAT, c'est-à-dire une anémie hémolytique mécanique avec des défaillances d'organes, eh bien on peut, grâce au test, faire la différence entre les SHU, qui sont des syndromes hémolytiques et urémiques chez l'adulte, donc atypiques, ou des PTT. Et vous voyez que bien les creux pleins montrent que dans les PTT, la DAMS13 est effondrée et qu'elle va augmenter ensuite au cours du traitement, alors que les ronds qui sont creux sont des SHU, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de déficit en ADAMS13. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que ça a permis de recouper dans les cas qui étaient des outliers, où on avait des tableaux de PTT typiques, mais qu'on avait classés en CHU à cause de la surreprésentation de l'atteinte rénale.
la DAMS 13 a permis, avec les cliniciens, de reclasser les malades. Et donc on a une forme qui va être avec beaucoup plus de thrombopénie, beaucoup moins d'atteinte rénale et une ADAMS 13 en règle effondrée et des anticorps anti-ADAMS 13 dans un cas sur deux. Et puis on a une forme où la thrombopénie est moins marquée, où l'insuffisance rénale est la règle et où la DAMS 13 est normale. Et vous voyez qu'ici c'est pas 100% et 0%, tout simplement parce que cette étude a permis de reclasser des malades. Et aujourd'hui on peut considérer que c'est, même si c'est faux, 100% et 0%. Alors donc, on parle bien d'une maladie où le facteur Willebrand ici, qui n'est pas coupé en petits morceaux par la DAMS 13 qui est manquante, eh bien, va empêcher les plaquettes d'être distinctes les unes des autres. Et on va donc avoir des thromboses microvasculaires de facteur Willebrand et de plaquettes. La DAMS 13, quand elle fait son travail, ici ce sont les petits triangles orange, elle va venir couper le facteur Willebrand et faire en fait que les plaquettes vont se dissocier les unes des autres et ne vont pas aller s'agréger dans la microcirculation. Ce type-là force le respect. Joël Mock, qui est un hématologiste, donc à la fois clinicien et biologiste, et en fait est le premier à avoir observé tout simplement que chez les malades qui avaient des PTT récurrents, eh bien, le plasma de ces malades contenait des espèces de gros trucs qu'il a lui appelé des substances agglutinantes. Et il s'est dit, il y a quelque chose dans le plasma de ces malades qui majore l'adhérence plaquettaire et en fait va dans la microcirculation thrombosée. Franchement, il avait tout vu. Le même groupe explique par ce schéma extrêmement simple ce qu'il en est. Ici, vous avez un malade normal qui n'est pas malade, enfin un patient pardon, qui n'est pas malade et qui a un plasma normal. Et vous voyez que les plaquettes dans un plasma normal, eh bien, elles sont distinctes les unes des autres, ce qui montre bien que dans un plasma normal, il y a une substance qui permet que les plaquettes soient indépendantes les unes des autres. C'est cette protéine ADAMS 13 qui clive le Willebrand et qui fait que tout s'agglutine pas. On va prendre ce malade-là, on va centrifuger son plasma et on va prendre le culot plaquettaire et on va le suspendre dans une substance tampon qui ne contient pas de plasma et donc pas d'ADAMS 13. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les plaquettes, quand il n'y a pas de plasma et donc pas d'ADAMS 13, elles s'agglutinent les unes aux autres. Et donc ça c'est tout simplement parce qu'il manque cette substance. Et on va dans la troisième partie de la diapo, la partie la plus à droite, voir un patient qui a un PTT et on retrouve exactement la même chose. Il a dans son plasma la substance manquante et donc c'est comme si dans son plasma il n'y avait plus cette substance qui permet que les plaquettes soient individualisées les unes des autres, mais elles sont agglutinées les unes aux autres et elles vont aller boucher la microcirculation. Et donc 20 ans plus tard, Joël Mock publie dans le New England à nouveau la démonstration que 20 ans de travaux ont permis d'identifier une maladie, mais surtout de passer la mortalité de la maladie de 90% à 10%. Il n'y a quand même pas des tas d'exemples dans la littérature. Ici, c'est une électrophorèse du facteur Willebrand sur un gel d'agarose. Et vous voyez que ce UL, qui est unusually large, montre bien qu'il y a un facteur Willebrand qui est anormalement long, c'est-à-dire qu'il n'est pas clivé, parce que dans le patient A, on a un manque d'ADAMS 13, et en effet ce patient-là a un PTT, et bien par rapport à un plasma normal, vous allez voir, vous allez avoir du Willebrand plus long. Bien sûr, ce n'est pas des tests qu'on fait en routine, mais c'est juste une image qui explique bien ce qui se passe. Alors voilà donc l'image de Joël Mock. Vous avez la protéine ADAMS 13 ici en vert qui est normale, qui va être sécrétée donc par l'endothélium et les plaquettes, mais en fait on se rend compte actuellement qu'il y a plein de cellules qui savent sécréter de l'ADAMS 13 et qui va venir cliver le ressort violet, qui est donc le Willebrand immature, pour le rendre mature, plus court et donc moins agglutinant. À l'inverse, si vous n'avez pas d'ADAMS 13, parce que vous avez un anticorps anti-ADAMS 13 ou parce que vous avez une anomalie génétique et que de façon congénitale vous n'avez pas d'ADAMS 13, ni dans aucun des organes, eh bien vous allez avoir donc un facteur Willebrand qui n'est plus clivé, qui va s'agglutiner aux plaquettes et aller boucher la microcirculation. Alors le réanimateur rencontre ces patients essentiellement pour des raisons neurologiques, cardiaques et rénales. Les infarctus cérébraux, les morts subites, eh bien on ne sait pas très bien exactement, en particulier pour la mort subite, combien de ces malades-là qui font une mort subite qu'on réanime jamais ont en fait un PTT, parce qu'il n'y a jamais eu de dosage sur une grande cohorte de ces patients d'ADAMS 13. C'est en train d'être fait actuellement. Et donc de fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ces complications, en particulier neurologiques, sont extrêmement polymorphes, que les complications cardiaques sont aussi extrêmement polymorphes. Ça peut être de l'insuffisance cardiaque, du
choc cardiogénique, de l'infarctus du myocarde ou du syndrome coronarien aigu à un stade moins avancé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces microthromboses microvasculaires coronariennes vont vraiment être à l'origine de mort subite. Et l'idée, c'est vraiment de faire le diagnostic du PTT avant ça pour inonder le malade de plasma et donc d'Adams-13 et essayer de dissoudre un peu ces microthromboses. La littérature sur le cœur est assez riche. Cette diapo pour vous montrer qu'en fait, les signes cardiaques de PTT peuvent être tout et n'importe quoi, mais ça peut surtout être tout. Pour ce qui est des lésions neurologiques, il y a 3 messages à retenir. Les atteintes neurologiques sont extrêmement constantes. Si vous faites un interrogatoire clinique, un examen et une IRM, eh bien dans 80% des cas, vous allez avoir des lésions neurologiques. Il faut savoir qu'elles peuvent être parfois extrêmement graves. Ça peut prendre un tableau de presse. Et ce qu'il faut savoir sur un plan pratique, c'est qu'elles sont de très bons pronostics. Les lésions hémorragiques le sont moins, mais même celles-là, on a vu des patients extrêmement graves sur un plan neurologique avoir à 1 an des séquelles, mais de façon minimale. Et puis vous voyez ici des tableaux d'IRM qui sont complètement affolants, avec de l'édème et de la gliose, qui, quelques semaines après, vont vraiment être complètement réversibles. Donc ne vous découragez pas sur les tableaux neurologiques de ces malades-là. Ils peuvent être très graves, même très très grave, et en fait ensuite avoir une bonne évolution. Alors je vais finir sur le traitement du PTT. Il faut transfuser au malade de l'Adams-13. L'Adams-13 recombinante n'est pas sur le marché aujourd'hui, elle le sera dans quelques temps, et puis de toute façon si vous avez des anticorps anti-Adams-13, il faudrait trouver une façon à ce qu'il ne soit pas reconnu, que l'Adams-13 que vous allez passer ne soit pas reconnu par les anticorps. Donc le traitement c'est essentiellement de la transfusion de plasma, riche en Adams-13, donc de plasma sain, et le plus vous en apportez, le mieux c'est. La littérature a montré ça. Si vous apportez du plasma par un échange plasmatique et vous arrivez vraiment à faire 60 ml par kilo, donc une masse et demie à un patient, eh bien le pronostic est meilleur que si vous transfusez du plasma, tout simplement parce que vous n'arrivez jamais à en apporter autant par une transfusion de plasma sans faire d'échange plasmatique. Certains pensent, mais ça n'a pas été, même si on le voit, ça n'a pas été démontré plus directement, qu'en clearant un auto-anticorps par l'échange plasmatique, vous aurez peut-être aussi un effet d'accélérer la guérison. Mais aujourd'hui, on manque vraiment de données là-dessus. La littérature en réanimation montre exactement la même chose. Vous accélérez la guérison avec l'échange plasmatique. Pour une raison qui est très simple, c'est que vous allez apporter beaucoup plus de plasma ici avec les ronds creux que ici en gris avec du plasma transfusé. Et encore un autre papier ici du groupe de Cochin qui montre que les échanges plasmatiques restent aujourd'hui le gold standard du PTT en réanimation pour une seule raison à mon sens, c'est que ça permet d'apporter une quantité de plasma d'un tel volume que les autres techniques comme la transfusion de plasma, le plasma perfusion ne peut pas apporter. Alors est-ce qu'on sait reconnaître au début les malades qui vont avoir besoin de plus d'échanges plasmatiques et du coup est-ce qu'on sait reconnaître les malades qu'on doit traiter plus intensément? Eh bien il y a la présence des anticorps anti-Adams-13 qui en effet, vous voyez ici vous avez 2 groupes qui montrent que le délai pour la guérison est plus long dans le groupe où il y a des anticorps anti-Adams-13, c'est 23 jours contre 7 jours, et que le volume de plasma que vous allez avoir besoin d'apporter est beaucoup plus important. Et la littérature va beaucoup dans ce sens-là. D'autres études ont montré que la présence d'anticorps anti-Adams-13, on me demande d'accélérer donc j'accélère, eh bien, est associée à une nécessité plus importante de plasmathérapie et de traitement intensif. Quel est le traitement aujourd'hui? C'est la transfusion de plasma, 60 ml par kilo et par jour, jusqu'à ce que vous obteniez pendant 2 ou 3 jours un nombre de plaquettes normal à 150 000, et ensuite on passe à 1 sur 2. Ensuite, c'est le traitement immunosuppresseur, donc la corticothérapie est la règle, c'est 1 mg par kilo pendant au moins 1 mois, 21 jours à 1 mois, mais souvent, chez Lionel Galissier, lui, il en fait beaucoup plus, et donc ça dépend un peu de l'expérience des équipes, mais en tout cas, quand les malades sont très neurologiques ou très cardiaques, actuellement on a tendance à faire des bolus au début pour accélérer la guérison de la maladie, ensuite on paye un petit peu ça avec l'aggravation quand on revient à 1 mg kilo, mais en tout cas la corticothérapie est la règle. Il y a même un papier dans la littérature qui montre que ça peut suffire dans certaines formes. Et puis traiter le facteur déclenchant, la maladie auto-immune sous-jacente, le médicament ou éventuellement l'infection. Et puis le traitement de l'hypertension artérielle, non pas parce qu'il y a une démonstration dans la littérature que c'est utile, mais au moins parce que les traitements des crises rénales sclérodermiques, qui sont aussi des formes de microangiopathie thrombotique, on nous ont essentiellement renseigné là-dessus. Et puis qu'est-ce qu'on fait quand ça ne suffit pas?
Qu'est-ce qu'on fait quand au 3e jour, le malade reste grave sur un plan clinique ou il ne s'améliore pas sur un plan de la remontée plaquettaire et de la correction de l'hémolyse? Eh bien, il faut d'abord s'assurer qu'on a tout fait bien. Des fois, on se rend compte que les malades ont eu des échanges plasmatiques non pas avec du plasma, ou que les corticoïdes étaient donnés juste avant l'échange plasmatique, donc ils ont été bouffés par l'échange plasmatique. Donc il faut vraiment faire les corticoïdes après, ou parfois on s'est rendu compte que les malades en fait n'avaient pas eu un contrôle de la pression artérielle. Bref, aujourd'hui, la première ligne de traitement, ce sont les anticorps anti-CD20 qui vont permettre de mieux contrôler le PTT, on va dire réfractaire, ou en tout cas de façon certaine le PTT récurrent. Et puis des fois les malades sont tellement graves qu'on veut quelque chose qui marche plus vite et on utilise la vincristine en même temps que le rituximab pour avoir un effet plus rapide. En général, les malades n'en ont qu'une fois et ensuite ils vont s'améliorer. Les PTT réfractaires nécessitent plus de réa et plus de ventilation et plus d'échanges plasmatiques, et les PTT réfractaires posent aussi le problème d'une certaine mortalité, essentiellement par troubles neurologiques et troubles cardiaques. Il faut penser au diagnostic de maths, parce que globalement, quand vous y avez pensé, l'approche clinique vous a permis de faire le diagnostic. Il faut éliminer un chieux atypique de l'adulte, soit quand l'atteinte rénale est surreprésentée, soit quand il y a des antécédents familiaux, ou soit quand le complément est anormalement bas. Il faut savoir y penser. Il faut savoir que c'est une urgence thérapeutique. Un malade qui arrive pour une math ne doit pas être échangé le lendemain, il doit être échangé le soir même. Il faut savoir aussi que même si on met des cathéters pour utiliser nos machines à nous pour échanger ces malades-là, il faut vraiment éviter d'apporter des plaquettes, puisque vous avez bien compris que c'est ça qui faisait les thromboses microvasculaires. Donc autant que possible, ne transfusez pas les malades. Il faut traiter la maladie sous-jacente, et puis il faut savoir reconnaître les formes graves, travailler de façon multidisciplinaire et avoir des avis spécialisés en réa, et puis ensuite pour l'aval des patients. Merci beaucoup.